Rodolphe Etienne, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole. Bonjour Marie, bonjour Marie. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu es auteur, tu es également traducteur en langue créole et tu viens de traduire pour le plus grand bonheur des créolophones et les autres l'histoire du soldat, un conte de l'écrivain suisse Charles-Ferdinand Ramuz sur une musique du compositeur Igor Stravinsky. Ouvrage que tu vas d'ailleurs présenter dans quelques jours à l'occasion d'une rencontre littéraire. Mais avant, nous allons ouvrir les pages d'un autre livre, les tout premiers mots du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Nous t'écoutons. C'est le texte, c'est la phrase effectivement qui m'a le plus marqué dans mes découvertes littéraires. Donc c'est le début, c'est tout le début de cahier. Va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. Puis je me tournai vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment. Et là, bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse, je nourrissais le vent, je délaçais les monstres et j'entendais monter de l'autre côté du désastre un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane que je porte toujours dans mes profondeurs, à hauteur inverse du 20e étage des maisons les plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpentées nuit et jour d'un sacré soleil vénérien. On dit souvent que lorsque l'on découvre la plume de Césaire, il y a un avant et un après. Tu confirmes? Ah oui, définitivement, très clairement. Oui. Alors j'ai découvert Césaire, j'étais encore lycéen. C'est un professeur de français qui a eu l'audace à l'époque. Il a annoncé comme une audace, je vais vous faire découvrir Césaire. Et effectivement, ça a été, alors que j'étais réticent à découvrir sa poésie, ça a été un choc qui n'a jamais cessé de vibrer en moi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un avant et un après, oui, très clairement. Alors, Histoire du soldat donc, de Charles-Ferdinand Ramuz, que tu publies donc, aux éditions L'Harmattan, que tu traduis en créole. Je vais faire le résumé. Met en scène un soldat, une princesse, un violon et le diable. Voilà, exactement. S'il fallait résumer. Et en fait, finalement, il s'agit d'un conte moral aussi qui nous interroge sur le choix, on peut le dire, entre amour et richesse et entre le bien et le mal. Entre le bien et le mal, oui. C'est bien ça. Oui. La question fondamentale, c'est la question du bien et du mal et du libre arbitre. Donc ce soldat, effectivement, revenant de guerre, ayant connu un certain nombre de péripéties, va rencontrer le diable sur le chemin du retour. Le diable va lui proposer un pacte, son violon, le violon du soldat, contre tout ce qu'il désire. Violon représentant son âme, on imagine bien. Très clairement son âme. Le soldat donc, va se laisser prendre au jeu ou au piège. Et puis finalement, c'est de ça dont il s'agit, entre le bien et le mal, oui et non, au mal ou au bien, enfin voilà. Alors c'est une dualité vieille comme le monde, mais pourtant ce conte est résolument moderne. Pourquoi? Il est moderne parce que, bon, il a été écrit en 1918, 1920... Il est moderne parce qu'il analyse le même phénomène avec effectivement une vision moderne. Un soldat qui revient de guerre, on est en plein début du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale qui va laisser des traces, et une Seconde Guerre mondiale qui n'a pas encore, qui ne s'est pas tout à fait présentée, mais qu'on pressent bien à venir en fait. Et donc, et puis aussi il y a une revisite, de tous les classiques mythiques, tous les mythes fondamentaux de l'Europe. Revu par Charles-Ferdinand Ramuz. Il y a bien évidemment aussi cette musique de Stravinsky, qui est une musique totalement moderne aussi pour son époque, d'avant-garde. Voilà, c'est un texte effectivement fondamentalement moderne. D'une part parce que l'écrivain, lui, Ramuz, est un écrivain aussi qui va prendre des positions radicales au début du XXe siècle. Et puis aussi parce que Stravinsky, lui, va imprimer aussi une musique avec une autre dimension. C'est-à-dire que ce conte, c'est aussi la rencontre de deux artistes de leur époque assez novateurs et voilà. audacieux, justement. Et audacieux, pour voilà. C'est reprendre ce le qui terme marque d'audace. effectivement leur caractère et leurs œuvres respectives. Alors précédemment, tu as traduit du Glissant, du Césaire. Tu as également traduit les décrets d'abolition d'esclavage à l'époque rédigés par Victor Schellcher. Et donc maintenant, ce conte, écrit par un poète suisse et mis en musique par un compositeur d'origine russe, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de traduire ce conte-là en particulier? Alors d'abord, j'ai voulu sortir du cadre antillais, caribéen, et aussi sortir des problématiques qui nous affichent généralement, c'est-à-dire l'esclavage et tout ce qui marque profondément notre culture propre. J'ai voulu aller chercher autre chose, et cette autre chose, je l'ai découvert assez jeune d'ailleurs, dès ma vingtaine, chez Ramuz comme chez Stravinsky. Tu as été profondément marqué par sa musique, hein. Ça a été une vraie découverte pour toi. Oui, ça a été une découverte fondamentale dans la mesure où j'ai découvert à l'époque qu'il y avait d'autres manières d'aborder la musique que celle que je découvrais en Martinique, que j'avais jusqu'alors découvert en Martinique. Je me suis rendu compte qu'effectivement, la musique était beaucoup plus, mais alors nettement,
beaucoup plus que ce que ça pouvait être en Martinique. Et qu'elle pouvait revêtir une fonction, avoir un discours, un message très fort, une culture, transférer une culture, etc. Et puis, en termes de création, la musique de Stravinsky, c'est phénoménal. Donc, effectivement, mes jeunes oreilles ont été, comme pour Césaire, un petit peu modernisées. Et depuis, donc, ça n'a pas arrêté. Et puis, Ramu aussi, parce que Ramu, dans son approche littéraire, il revendique le terroir. Et à l'époque, dans mes jeunes années, j'étais vraiment en questionnement par rapport à la langue créole. Et chez ces auteurs-là, et chez ces jeunes musiciens qu'on va présenter tout à l'heure, Bob Marley, chez ces auteurs-là, j'ai retrouvé cette même quête du singulier à l'universel. Et les problématiques ou les questionnements que je me posais face au créole se sont un petit peu estompés grâce à des hommes comme Ramu, grâce à des hommes comme Stravinsky, grâce à des hommes comme Bob Marley. Peut-être plus, et si j'insiste, plus que des hommes comme ceux qui ont marqué notre littérature créole en Martinique. Oui. Et cette traduction en créole n'a pas représenté de difficultés majeures, tu me l'as dit, si ce n'est que comme c'est un texte qui a vocation à être mis en musique, j'imagine que peut-être la difficulté qu'il y a tout de même eu, c'est de trouver la juste mélodie des mots. Oui, alors je montre simplement, c'est une partition. Hein. Il y a le texte qu'on peut lire, et puis il y a la partition. Et la partition, effectivement, pour avoir étudié la musique, elle m'a aidé, mais ça a aussi été une contrainte. Parce que j'ai voulu rendre compte d'un texte qui... Alors, il y avait deux manières d'aborder les choses. Et d'ailleurs, je l'avais imaginé, soit on recréait une œuvre musicale complète. C'est ça, parce qu'à la base, dans ton projet, tu voulais y intégrer la musique. C'était ça le projet de départ. J'ai un ami haïtien, musicien, David Bontemps, qui vit au Canada, à Montréal. Et David était très intéressé parce que lui, il est musicien classique, haïtien. Et bon, ceux qui connaissent savent, la musique haïtienne classique, elle a beaucoup plus de... Peut-être à Saint-Pierre, ça avait lieu, mais aujourd'hui, le patrimoine classique haïtien est vivant pour avoir été composé par des musiciens d'Europe, beaucoup. Et David Bontemps, lui, est très engagé dans cette dimension-là. Et il avait aussi avec lui, à l'époque, une cantatrice haïtienne aussi de très haut niveau. Et il y a une bonne quinzaine d'années, on en avait discuté. Et puis, quand j'ai commencé à traduire, David, lui, il était dans d'autres activités. Et puis, ça représentait aussi un travail colossal. Donc, on n'a pas pu aller jusque-là. Donc, j'ai dû m'astreindre à une traduction du texte assez fidèle à la musique de Stravinsky. Mais il n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de récupérer la traduction créole que j'ai faite, mais aussi d'adapter une musique derrière et d'aller plus loin dans le texte de traduction et de présenter donc un travail musical et littéraire dans les prochains mois. Oui, voilà, donc ce n'est pas perdu. C'est-à-dire que là, ce n'est que la première étape. Voilà. On peut le dire comme ça. Donc on rappelle d'ailleurs que tu vas nous présenter ce nouvel ouvrage et ton travail de traduction lors d'une rencontre littéraire vendredi prochain, le 31 octobre. Ce sera à 18h30 à la bibliothèque Schellcher. Donc la date d'ailleurs a été modifiée pour correspondre au mois du créole. On peut dire que tu vas clôturer le mois du créole. Est-ce que justement tu te considères aujourd'hui comme un spécialiste, comme un créoliste? En plus, tu nous disais que toi, tu as d'abord eu un rapport au créole un peu compliqué. Oui, et il est aujourd'hui redevenu compliqué. Pourquoi? Parce que, alors que j'ai beaucoup traduit, alors que j'ai beaucoup travaillé le créole, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de travailler sur un texte créole et anglais. Parce que j'ai envie d'aller plus loin. Et il ne s'agit plus pour moi d'utiliser le créole dans mon langage du quotidien, ça au fait, comment ça va aller. Dans la traduction, j'ai découvert vraiment un autre espace d'expression culturelle et créole. Aujourd'hui, j'avoue que je suis beaucoup plus libre, voire libéré dans ma relation au créole comme aux langues. Et j'ai moins ce complexe que j'avais il y a une vingtaine d'années. Je pense que le travail de traduction que j'ai effectué, j'en avais besoin personnellement, à titre vraiment individuel, pour me réconcilier avec quelque chose qui m'appartient ou qui m'appartenait difficilement. Mais c'était quoi ce complexe? C'était justement de se dire que tu avais un créole trop francisé, trop éloigné de celui des anciens, ou au contraire, pas assez? C'était... Alors, moi, tu sais, on dit souvent, nos ancêtres les Gaulois, etc., tout ça, ou qu'on nous a empêchés d'apprendre le créole à l'école, etc. Moi, c'est pas du tout ce complexe-là que j'ai eu. Moi, j'ai eu le complexe où j'avais énormément de mal à parler créole aux adultes comme aux enfants. Moi, à l'époque, et d'ailleurs, beaucoup de reproches m'ont été faits par mes amis, j'étais très français, quoi, très français dans ma pratique.
Et à la limite, me parler créole à une certaine époque, c'était un affront. Tu avais l'accent plat. En tout cas, dans ma culture, Oui. les adultes parlaient en créole, mais il était aussi de bon ton et de très bon ton de s'adresser uniquement en français aux adultes. Oui. Et puis bon, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis d'une famille à peau claire. Et par rapport à la langue créole, il y avait une acceptation totale, d'autant que je viens de Sainte-Luce à mon travail, où la culture amérindienne, on sait que les Amérindiens n'ont pas hésité à engager le créole, où la culture amérindienne a été très présente et le créole aussi. Donc il y avait vraiment du créole tout autour de moi. Mais il y avait comme un interdit, il fallait atteindre ou attendre un certain âge pour pouvoir s'exprimer en créole à une personne de certain âge. Et quand vous vous adressiez à quelqu'un en créole, d'ailleurs ça ne se faisait pas, je ne l'ai jamais fait. Mais si vous osiez le faire, il y avait comme un regard de remise en ordre. Il y avait, c'est quoi, les jeunes hommes, tu te crois où, quoi, tu te crois où? Et donc, on était forcés de parler en français. Et entre nous, on parlait français. Si vous parliez, bon, ça ne nous venait jamais à l'esprit de nous parler en créole ensemble. Moi, j'ai découvert le créole en primaire, n'empêche. Et une petite anecdote, à l'époque, en primaire, on nous avait demandé de réaliser une rédaction. Et j'avais écrit que j'avais été chasser des crabes avec mes parents et j'ai buté sur le mot cyrique. Alors en créole, on dit cyrique. Alors quand j'ai voulu écrire cyrique, j'étais en CP ou en C1, je ne sais plus. Quand j'ai voulu écrire cyrique, je me suis dit, ça fait bizarre, cyrique, ça sonne pas français. Et j'ai écrit seurique. D'accord. Et bon, alors aujourd'hui, on pourrait en rire autant qu'on veut, parce que aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment ridicule d'avoir pensé comme ça. Mais c'est un petit peu le complexe que je vivais, vraiment. Cyrique, ça ne pouvait pas être français. C'était le mot qu'on employait entre nous, qu'on disait entre nous en Martinique. Et seurique, ça me semblait. Et donc, alors que c'était une faute complète. Voilà. Mais ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Mais justement, ce travail de traduction m'a permis aujourd'hui d'être en paix avec cette histoire créole. Et bien que j'ai envie de traduire toujours en créole, j'avoue qu'il y a peut-être un nouveau détachement, un certain détachement par rapport à... aujourd'hui, voilà. Alors avant de nous quitter, quelques notes de musique, tu l'as évoqué, hein. On va faire un bond dans le temps de Stravinsky à Bob Marley, et son morceau Concrete Jungle, hein. C'est ce morceau-là en particulier que tu as voulu mettre en lumière. Qu'est-ce qui t'inspire autant dans la musique du roi du reggae? Alors en fait, moi j'ai découvert Bob Marley enfin je ne l'ai pas découvert, j'ai écouté sa musique en 81 lors de son décès. On le connaissait déjà et quand j'ai appris la mort de Bob Marley, j'avais 11 ans, à la radio, ça m'a complètement... ça m'a effaré. Et donc, à partir de là, sa musique a commencé à être beaucoup plus diffusée qu'avant. Et donc, et puis, il y a quelque chose qui m'a semblé aussi bizarre, parce que ce monsieur, ce type, ce gars, Bob, il parlait en anglais, il chantait en anglais, et pourtant, j'avais vraiment l'impression, à 11 ans, de comprendre ce qu'il disait. Et d'ailleurs... Louis Armstrong ou Duke Ellington, je ne sais plus, disait que tu peux chanter comme tu veux, je n'ai pas besoin de comprendre, mais il y a quelque chose que je saisis. Et avec Bob Marley, c'était pareil. Quoique l'anglais m'était déjà un petit peu familier, mais je comprenais le message. Et le message de Bob à 11 ans m'a vraiment parlé et m'a vraiment nourri tout au long de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui encore, c'est mon mentor, c'est mon guide, c'est mon frère, c'est un frère. Alors on rappelle le rendez-vous, Rodolphe, le 31 octobre à la bibliothèque Schellschirr. Oui. Donc pour découvrir ton dernier ouvrage, la traduction de l'histoire du soldat. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, avec grand plaisir. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.